L'ODG Margot était partenaire de la première édition de ce colloque. Là, on est partenaire de cette seconde édition pour trouver de nouvelles idées pour la biodiversité et pour la développer dans notre vignoble. Donc aujourd'hui, je vais parler de la viticulture médiévale. Et vous connaissez certainement mieux la viticulture que moi. Cependant, je voudrais bien présenter quelques aspects du Moyen-Âge et du début des temps modernes qui illustrent la longue tradition de votre métier. D'abord, je vais vous ennuyer un peu avec les chiffres et les faits sur la viticulture et le commerce du vin médiéval. Puis, je parlerai photo suivante. Oui. Puis, je parlerai de la consommation de vin au Moyen Âge. Le vin a toujours été important. La Bible l'a clairement montré, notamment avec le miracle de l'eau changée au vin lors des noces de Cana. Jésus-Christ a confirmé en transformant l'eau en vin que la dégustation de vin faisait partie des fêtes. L'expansion de la viticulture était inévitablement liée à la christianisation de l'Europe, car sans vin, pas de messe. Le vin de messe devait être pur, ce qui explique probablement pourquoi les institutions religieuses préféraient cultiver leur propre vin. Je vais continuer avec une autre image du Moyen-Âge. Donc, je crois aussi que cette image est très claire. Donc, le vin faisait toujours partie d'une fête royale au Moyen-Âge. Vous voyez très bien le prince qui est assis seul. Donc là, et un truchement qui apporte des plats chauds artistiquement superposés. Là-bas. Et un autre qui découpe les plats chauds. Un joueur de cuivre fait de la musique et il crée une ambiance festive. Et le vin est en bas et il attend d'être servi dans des cruches et des bouteilles. Donc, le vin était un moyen de montrer son statut social et sa richesse. Il y avait des différents rituels des dégustations. Par exemple, chaque personne recevait un gobelet pointu. Il était passé de main en main et ne pouvait être posé que vide. Donc, la participation à ces rituels montrait l'appartenance, le respect et la sympathie envers l'autre personne. Qu'il s'agisse du clergé ou des laïcs, des puissants ou des insignifiants, des pauvres ou des riches, tout le monde buvait du vin au Moyen Âge. Le vin était donc une nourriture de base, une source de plaisir et un moyen de paiement. Souvent, le salaire était versé en vin, les gens payaient leurs dettes en vin et ils buvaient un verre ensemble pour donner une validité légale à une affaire. Donc, suivant. Et ils investissaient dans des vignobles pour augmenter leur richesse. Je vais vous montrer un exemple de Montpellier à ce sujet. Donc, le prochain. Il s'agit d'une... Et cliquez encore une fois. Il s'agit d'une entrée dans le registre notarial. C'est quoi un registre notarial? Donc, ce sont plutôt les notes d'un notaire que la population consultait au Moyen Âge pour officialiser et pour rendre juridiquement contraignantes leurs transactions. Le notaire notait par exemple les mariages, les conditions des accords commerciaux, la distribution des biens face à la mort, les emprunts et les achats immobiliers. À Montpellier, il s'agissait très souvent des vignobles, parce que les vignobles étaient un investissement prometteur. Ils appartenaient généralement à des citadins à Montpellier qui les faisaient travailler par les ouvriers. Les raisins étaient précieux et la location des terrains rapportait de l'argent, comme en témoignent ces entrées.
Cliquez encore une fois. Oui. Donc là, on a 2 entrées dans un registre notarial. C'est le plus ancien de la ville de Montpellier. C'est des années 1293 et 14. Et ces 2 entrées, c'est de la fin d'octobre 1293. Et Marie, veuve de Petrus Ambert, a reçu un loyer de 6 solidi Megorienses. Donc les Megorienses, c'est la monnaie utilisée à Montpellier au XIIIe et au début du XIVe siècle, pour un vignoble à Morat, c'est à côté de Montpellier, et régulièrement 4 denarius Megorienses pour la location dans ces grands vignobles. Donc, le vin était important, surtout pour la santé. Anna de Vilanova de Catalogne parlait des avantages des vins épices et aromatisés pour la santé. En particulier, son exposé sur le vin au romarin est éloquent. Il devait prévenir la chute des cheveux, conserver la jeunesse, guérir les maladies pulmonaires et mentales et même résoudre les problèmes de peau. À l'écoute de cela, on a vraiment envie d'acheter une bouteille de ce formidable vin au romarin parce qu'il semble qu'il puisse résoudre tous nos problèmes. Pour conclure, le vin était bien plus qu'une goutte noble à la fin d'une journée au Moyen Âge. Cependant, les surfaces disponibles pour la viticulture étaient limitées car de l'espace était aussi nécessaire pour la culture des céréales. Les céréales étaient l'aliment de base principal au Moyen Âge et les céréales étaient nécessaires à l'ensemble de la population. Par conséquent, les régions où les céréales étaient cultivées n'étaient pas converties à la viticulture. Je vais maintenant vous présenter la longue tradition de la viticulture et son expansion, principalement sur le sol de l'actuelle France. À partir de l'an 1000, des évolutions climatiques et sociales favorisent la propagation de la viticulture et de la production du vin en France. Le changement climatique du XIe au XIIIe siècle a entraîné des étés secs et des hivers plus doux en Europe. Pendant cette période, la population a doublé. La demande alimentaire a donc considérablement augmenté aussi. Dans des régions où la culture de la vigne n'était pas courante auparavant, le raisin a commencé à être cultivé. Dans des régions où cela se faisait déjà, la viticulture a été intensifiée. Cependant, il y a eu de nombreuses récoltes décevantes au cours de cette période. Entre 1314, des plaintes récurrentes ont émergé concernant la qualité et la quantité insuffisante des récoltes de raisins. En 1315, les raisins ne mûrissaient pas correctement et en 1316, il aurait même pu ne pas y avoir du tout de vin en France, bien que cela soit exagéré. Dans la région autour de Paris, par exemple, le rendement aurait été inférieur de 80% par rapport à d'habitude. Donc, on va passer par la peste noire. Parce qu'à partir du milieu du XIVe siècle, la peste noire a frappé l'Europe, entraînant une baisse démographique importante. Elle a décimé plus d'un tiers de la population française en 4 ans. Naturellement, la peste noire a entraîné une demande alimentaire plus faible, mais en même temps, il y avait une augmentation de la demande de main-d'œuvre et des salaires. Les vignobles ont alors été abandonnés ou utilisés différemment. Cependant, la fin du Moyen Âge a été une période de croissance pour la viticulture. Donc le prochain. Elle s'est institutionnalisée. Des corporations ont régulé la production, des itinéraires commerciaux ont été établis et la viticulture et le commerce du vin ont été contrôlés et taxés. Pour garantir des récoltes constantes, une période précise a été fixée pour les vendanges qui avaient généralement lieu dans le milieu du mois de septembre. Ainsi, personne ne pouvait réaliser des profits plus importants grâce à une récolte précoce. En 1395, le prochain,
Le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, a interdit la culture d'un certain cépage, le gamay. Il prétendait que les viticulteurs ajoutaient de l'eau au vin pour le sucrer, affirmant que le vin était mauvais pour la santé. Cela a entraîné une baisse des ventes de vin en Bourgogne, bien qu'il ait officiellement agi ainsi pour contrôler la vente et la consommation. Les raisons étaient en réalité plus complexes. Les ventes de vin de Bourgogne diminuaient déjà avant 1395 et les pratiques qu'il dénonçait n'étaient pas nouvelles. Les élites en Bourgogne qui revendiquaient leur liberté et qui gagnaient beaucoup d'argent avec la vente du vin, donc ils voulaient ils voulaient se défendre contre ces élites. Et c'était la raison pour laquelle il a annoncé que la gamay était pas très bien pour la santé. En interdisant le gamay, il affaiblit économiquement ces élites et il stabilisa ainsi sa position de duc. De plus, de nouvelles régions viticoles ont émergé à plusieurs reprises, généralement en lien avec des événements politiques. Donc, le grand schisme d'Occitan a conduit dès le début du XIVe siècle à la création d'une nouvelle région viticole autour d'Avignon, où on est aujourd'hui, où le pape Clément V s'installait en 1309. Cette installation a entraîné une forte demande de vin, car le pape n'est pas venu seul, mais accompagné de son appareil bureaucratique et de sa suite qui voulaient tous boire du vin. La région est devenue célèbre sous le nom, et vous le savez, Châteauneuf-du-Pape, qui se trouve au nord de la ville. Il était particulièrement crucial d'être proche des rivières. C'est sûr, parce que le transport des lourds tonneaux de vin était beaucoup moins cher par voie d'eau que par voie terrestre. Et le prochain. Le stockage du vin était généralement effectué dans des fûts. À l'époque antique, le vin était conservé dans des outres en cuir ou des amphores. Ce n'est qu'à partir de 1500 que le vin a commencé à être mis en bouteille d'une manière sporadique. Cette pratique ne s'est généralisée qu'aux alentours de 1800. Donc le vin était rarement bu dans des verres, mais plutôt dans des bouteilles en bois au Moyen Âge. Les premiers fûts étaient fabriqués à partir des palmiers, dont l'intérieur était doux et facile à enlever. Ensuite, des pots étaient attachés aux extrémités, comme pour les tambours, par exemple. Les fûts que nous connaissons ont été inventés par les Celtes. Les fûts sont une forme de vannerie, c'est probablement la plus ancienne méthode d'emballage et probablement une source d'inspiration pour les fûts, car on voulait créer des paniers étanches à l'eau. Contrairement aux amphores, les tonneaux étaient stables car l'argile se cassait plus facilement. L'argile était aussi plus difficile à transporter et plus lourde. Les tonneaux en bois étaient maintenus ensemble par des cercles en bois. Ce n'est qu'à partir de 1700 que l'on a commencé à utiliser des cercles métalliques. Nous ne pouvons nous faire qu'une idée des tonneaux médiévaux à travers des sources écrites ou des images, parce que les tonneaux eux-mêmes sont souvent dans un état réutilisé ou que les cercles métalliques ultérieurs sont documentés. Au début, ils avaient des tailles différentes, mais ils ont été normalisés avec l'intensification du commerce du vin. Les tonneaux étaient en général en chêne duraient encore environ 40 ans. Et c'est marrant parce que le chêne était au Moyen-Âge considéré comme un remède contre l'alcool. Donc le vin était donc pratiquement enveloppé par son antidote. Les avantages des tonneaux étaient qu'ils étaient très étanches à l'eau et faciles à empiler. Pour la fabrication des tonneaux, beaucoup de bois était nécessaire.
La grande consommation de bois due à la production de vin sera brièvement abordée à la fin de ma présentation. Et le prochain. Sur les tonneaux, on trouve des petites marques qui nous fournissent différentes informations, telles que la qualité du vin, le contenu en général, le propriétaire par exemple, ou l'origine des tonneaux. Et pour ce dernier, je vais vous montrer un exemple. Donc, le suivant. Oui, donc si vous cliquez 2 fois, on remarque qu'il y a un petit B marqué sur le tonneau. Et le B, c'est pour Bruges, donc le tonneau là vient de Bruges. Et le prochain? Oui, donc ce sont les 2 B. Ainsi, le vin était exporté dans ces tonneaux. À Nantes, par exemple, dans les années 1550, environ 18 000 tonneaux de vin étaient échangés chaque année. Comme nous le savons déjà, le moyen de transport le plus approprié était par voie d'eau. Cela a conduit à la plantation de vignes le long des voies navigables. Non seulement cela simplifiait le transport, mais c'était aussi bénéfique pour la croissance des raisins. Là, les larges rivières comme la Seine, la Loire ou l'Yonne étaient préférées. Sur leurs rives, le froid hivernal n'était pas aussi intense et les périodes de croissance étaient prolongées en raison des températures globalement plus douces. Le vin qui devait être transporté sur des courtes distances était aussi moins cher. C'est pourquoi la région autour de Paris, où la demande de vin était particulièrement élevée en raison du nombre élevé d'habitants de la ville, était attrayante pour la viticulture, même si la qualité du vin n'était pas exceptionnelle. Et on va continuer avec... Non, c'était avant. Oui, donc ça fait un peu de mal pour moi comme allemande de dire ça, mais en 1471, un voyageur italien a déclaré à propos du vin allemand: « À chaque gorgée que je bois, les larmes me viennent ». Le voyageur nommé Campanus trouvait le vin allemand très acide. Il est donc évident que le vin n'était pas seulement un aliment de base, mais aussi un produit de plaisir. Fouquet a souligné que la population citadine des villes d'outre-Rhin ne se serait jamais abaissée à boire du vin mélangé ou en grande quantité. Il stockait des vins du sud coûteux et appréciait les vins épicés. Le vin était donc un symbole de luxe et de richesse. Et le prochain. Déjà, dans l'Antiquité, les recettes des vins ont été transmises. Par exemple, la Historia Naturalis de Gaius Plinius Secundus, il était très connu aussi au Moyen-Âge. Il a écrit sur l'influence de la lune sur la viticulture et la protection des plantes. Certaines de ces instructions frôlent la superstition. Par exemple, il recommandait aux vignerons de nettoyer ces outils avec une peau de castor, si vous voulez protéger ces plantes contre les chenilles. Et le prochain. Gottfried von Franken rédigea au XIVe siècle le Pelzbuch, où il enseignait la viticulture. Un Pelzbuch, c'est un manuel d'horticulture fruitière, viticole et florale. Il se référait aux auteurs antiques, mais il consigna également ses propres expériences. Il informe, entre autres, sur les astuces des marchands de vin et il donne des conseils pour la viticulture. Je vais vous donner quelques exemples qui donnent un aperçu au commerce du vin. Premièrement, Gottfried mentionnait que les marchands de vin offraient souvent des noix ou du fromage aux clients. Après en avoir mangé, tous les vins avaient un goût sucré. Deuxièmement, les vignerons suspendaient des sachets d'herbes, par exemple du poivre ou du gingembre dans le vin, pendant quelques jours pour donner un goût noble
à un vin bon marché. Et finalement, que faire si l'on demandait du vin rouge, mais qu'il n'y avait que du vin blanc en cave? On colorait simplement le vin avec du jus de cerise, par exemple, ou on le laissait vieillir dans des fûts ayant précédemment contenu du vin rouge. Donc maintenant, quelques mots sur la viticulture. L'ensemble des vignobles était très petit, généralement que en 5 hectares. Les vignes étaient souvent disposées en désordre et non en rangées. La viticulture était toujours un travail très difficile et il n'y avait guère de période de faible activité comme dans l'agriculture par exemple. Tout d'abord, le sol devait être préparé comme on peut le voir sur l'image suivante. Quelques hommes défendent un champ où plusieurs ceps sont déjà fichés en terre. Nous savons que quelques méthodes d'éducation de la vigne qui sont encore utilisées aujourd'hui remontent en partie jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ. La vigne poussait sur des arbres, par exemple, sans support ou sur des pieux en bois plantés dans le sol. Sur l'image suivante, on peut voir la mise en place des treillages en bois. Et Kiki, encore une fois, s'il vous plaît. Ensuite, les vignes devaient être entretenues en continu. Il fallait couper des grandes feuilles qui empêchaient le soleil d'atteindre les raisins et enlever les escargots et les limaces, tailler les pousses. Ces tâches difficiles, mais ne nécessitant aucune technique particulière, étaient généralement réservées aux femmes et aux enfants. Et l'image suivante est suivante. Oui. Donc, finalement, la vendange, c'était aussi une période dynamique parce que pour la région germanophone, nous savons que les femmes des régions pauvres de la région qui s'appelle Eifel ou Hunsrück, par exemple, migraient en Palatinat pour y travailler. Et en dernier mot, sur les dangers pour les vignerons au Moyen-Âge, c'était aussi les intempéries et les dégâts qui étaient notamment causés par les oiseaux, mais aussi les guerres qui étaient presque aussi fatales que les ravageurs, car les vignes nécessitaient beaucoup de soins pendant une longue période avant de produire des bons rendements. Sous le règne de l'ennemi, les dégâts sur les vignes empêchaient les vignerons de pouvoir payer leurs impôts, ce qui affaiblissait économiquement l'ennemi. Une grande sécheresse était également problématique, rendant impossible le transport des tonneaux par voie d'eau. Nous savons déjà que dans certaines régions, la demande de vin était plus importante qu'ailleurs, par exemple dans les grandes villes comme Paris ou à Avignon, où la chaire du pape nécessitait des grandes quantités de vin. Et l'image suivante. Donc, combien de vin les gens consommaient-ils au Moyen-Âge? Du fondateur de l'imprimerie Johannes Gutenberg, nous savons qu'en 1439, il entreposa 2000 litres de vin. Selon Fouquier, un adulte dans les villes allemandes du Nord consommait 1,3 litre de vin par jour. Dans le Languedoc, au XVe siècle, les vallées avaient le droit à 300 à 700 litres de vin par an. Selon Diehlmeier, un adulte dans la région actuelle de l'Allemagne à la fin du Moyen-Âge buvait 356 litres de vin par an. Si l'on exclut des enfants, on atteint 250 litres de vin par an et par personne. Et oui, vous avez bien entendu, les enfants buvaient aussi de vin parce qu'on parle ici d'un vin ordinaire qui n'est pas comparable à notre vin aujourd'hui. Donc, l'alcool dans le vin au Moyen-Âge était entre 8 à 10%, donc plus faible qu'aujourd'hui. En outre, les gens exerçaient plus, donc les activités, les travaux qu'ils faisaient étaient plus, plus actifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le suivant.
Aujourd'hui, donc en 2022, en français, consommer 4-7 litres par an. Maintenant, je vais arrêter avec les chiffres. Je vais continuer avec des trucs un peu plus marrants. Donc, je vais continuer avec une chanson. Ein schädlich Ding ist um den Wein, bei dem kann niemand weise sein. Unkeuschheit kommt aus Trunkenheit, viel Übles auch daraus entspringt. Wein machet, dass ein weiser Mann die Narrenkappe aufsetzen kann. Et ça veut dire en français que le vin rend un homme sage de se comporter d'une manière stupide, en fait. Donc, les gens au Moyen-Âge savaient déjà que la consommation augmentée de l'alcool n'est pas très bien pour les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens au Moyen-Âge? Ils ont établi des règles pour la consommation du vin. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit, le vin contenait moins d'alcool qu'aujourd'hui. Et aussi, le vin était, comme la bière, considéré comme une option plus saine par rapport à l'eau non bouillée, par exemple. Quand même, l'ivresse était par exemple un problème au sein du clergé français. Et le prochain? The priest in Saint-Rémy was notorious for drunkenness and for frequenting the local tavern, where he had got into fights on several occasions. The priest at Gilles-Merville had occasionally lost his clothes in taverns, possibly by gambling or perhaps in other circumstances. The priest in Pierrepont was habitually drunk, and the priest in Grandcourt was notorious for his excessive drinking. The priest in Pontlieu was not only well known as a drunk, but also sold wine and often got his parishioners inebriated. Alors, en Moyen-Âge, on savait déjà, il y avait beaucoup de problèmes avec la consommation d'alcool et ici avec le vin. À Paris, en 1350, des heures de consommation d'alcool ont été instaurées car apparemment les laïcs buvaient trop et il fallait réglementer cela. Il a été décrété que lorsque les cloches de Notre-Dame sonnaient le soir, aucun nouveau client n'était autorisé à entrer dans les bars. À Würzburg, dans le XIVe siècle, les jeux d'alcool ont été interdits et après la sonnerie de la cloche à vin, personne n'était autorisé à errer dans les rues sans lumière. À Spire, l'évêque a interdit que plus de 8 à 10 femmes se réunissent pour célébrer un baptême. Il avait en effet déjà remarqué le lien entre la consommation de l'alcool et la taille du groupe. Et maintenant, c'est la dernière partie de ma présentation, donc on va très vite passer à la pause café. Donc, la viticulture au Moyen-Âge a cependant engendré des problèmes environnementaux, car l'histoire du vin est simultanément une histoire des forêts. Les bois étaient nécessaires pour les ceps de vignes sur lesquels les vignes poussaient. Ces bois étaient coûteux et devaient donc être extraits du sol à l'automne, sinon ils pourrissaient. Ils devaient être remplacés tous les 30 ans. Et aussi, on a déjà parlé de cela, les bois étaient également nécessaires pour les tonneaux à vin. Et le prochain? Oui, là, on voit encore une fois les tonneaux à vin. Donc, la consommation excessive de bois au Moyen-Âge est un problème bien connu. En Picardie, par exemple, 30 000 hectares de forêt ont été défrichés au XIIe et XIIIe siècle. Il y avait plusieurs raisons pour la consommation augmentée en bois au Moyen-Âge. D'une part, beaucoup de bois de chauffage étaient nécessaires, par exemple pour la production de fer, la fabrication de cuir ou la production de sel. Ici, l'eau de mer était chauffée pour ensuite obtenir du sel. Et la fabrication de cuir nécessitait de grandes quantités d'écorce. En raison de la croissance démographique, du bois de construction était aussi nécessaire. Et la conséquence de tout cela, c'était déjà au XIe siècle, des réglementations concernant l'utilisation de bois ont été mises en place. Par exemple, le roi français a autorisé déjà en 1037
un monastère dans la forêt de Vincennes n'utilisait qu'une jarre de bois de cuisine. Et Zug de Saint-Denis parle en 1140 d'un miracle lorsqu'il trouve 12 troncs dans la forêt d'Yveline qu'il pouvait utiliser pour la construction d'une basilique. L'expansion de la viticulture a également eu des conséquences écologiques graves pour les sols, car les zones boisées et sauvages jusqu'alors non utilisées ont été capturées, localement réduites ou complètement évincées. Et le suivant. Et vous avez déjà parlé de cela, la culture en terrasse a rendu cela possible, car désormais les versants de la vallée pouvaient également être utilisés pour la viticulture et les conditions climatiques y sont favorables. Les conséquences étaient par exemple des changements dans le microclimat, dans le cycle de l'eau et une érosion accrue du sol. Ce dernier n'est pas encore pleinement étudié pour le Moyen-Âge, mais les conséquences graves sont imaginables. Le sol était emporté des pentes raides, pierreuses et en terrasse. Ces dernières étaient durablement transformées par la viticulture et l'arrangement associé des vignes sans couverture végétale protectrice tout en étant intensivement travaillé. C'est pourquoi, déjà au XIIIe et XIVe siècle, une attention particulière était portée à une collecte et à un drainage régulier et sûr des eaux de pluie et de fonte à travers des gouttières. On espérait ainsi pouvoir prévenir les dangers et ne pas perdre le sol précieux des vignobles. Le sol emporté était réacheminé en hiver. Au XIVe et surtout au XVe siècle, il y a des preuves croissantes que des terres viticoles, surtout dans les régions où le climat ne permettrait pas la production de vins de qualité, ont été remises en culture, car on préférait désormais utiliser des terres viticoles pour autre chose. En 1404, par exemple, il a été ordonné à Wimpfen que si quelqu'un a jusqu'à la moitié de sa terre plantée du vigne, il pouvait encore utiliser toute la terre pour la vigne, mais s'il n'avait qu'une petite partie plantée des vignes, il devrait cultiver quelque chose d'autre. Cela s'appliquait surtout aux emplacements défavorables, où le vent devenait acide. Pour l'abandon accru des terres viticoles, la Réformation et aussi l'abandon des monastères, notamment en Allemagne du Nord, sont également responsables pour ça. De plus, les normes de qualité ont augmenté de sorte que surtout le vin produit dans le Nord ne pouvait plus rivaliser. Il faut cependant garder à l'esprit que les gens travaillaient le sol différemment, que les machines étaient plus légères et qu'ils ne surengraissaient pas autant les sols. Les rendements étaient bien plus faibles, il ne s'agissait pas d'une culture axée sur l'efficacité au sens moderne. À Kaiserstuhl, par exemple, en Allemagne, le rendement était environ 14 hectolitres par hectare, soit environ la moitié du rendement actuel. En conclusion, le vin a été un élément fondamental de l'époque prémoderne. Il était à la fois un aliment de base, un produit de luxe qui accompagnait des moments importants et toute la vie quotidienne de la vie d'une personne au Moyen-Âge. Il a joué un rôle central dans les célébrations, dans les rituels sociaux, dans l'économie et même dans la santé. La tradition viticole a survécu à travers les siècles, évoluant avec le temps pour devenir l'industrie florissante que nous connaissons aujourd'hui. Merci.